Alors bonjour à tous, merci d'être là alors qu'il fait hyper chaud dehors et que le trajet pour venir jusqu'ici a dû être un peu compliqué. Je me présente, donc comme disait Alizée, je m'appelle Mégane, je suis juriste conseil au sein de la société Kaora Partners, qui est une société qui accompagne des entreprises sur différents sujets, aussi bien de la transformation digitale, sur des missions de secteur public et aussi sur de l'accompagnement à la mise en conformité au RGPD. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution du RGPD, savoir un peu où on en est, puisque je sais que dans la salle, on a des personnes qui ne sont pas forcément familières avec le RGPD, ou en tout cas les principes du RGPD et même parfois les termes. On va rappeler les grands principes du RGPD. Par la suite, on va s'intéresser à un retour d'expérience un peu global pour savoir quelles sont les leçons qu'on a pu en tirer de cette première année de mise en conformité. Et on finira par les prochaines étapes qui sont attendues dans le milieu. Du fait de la durée de cette conférence, on ne pourra pas aborder tous les sujets, mais si jamais vous avez des questions qui sont en suspens, même au-delà de la période questions-réponses qu'on aura, n'hésitez pas à me contacter par la suite et puis on pourra échanger aussi sur ce sujet-là. Donc, on va commencer sur le rappel des grands principes. Le RGPD, d'où est-ce que ça vient ? Le RGPD, parce que c'est bien le RGPD, j'entends beaucoup de personnes qui disent la RGPD, mais c'est le RGPD, c'est le Règlement Général de la Protection des Données. Il date du 27 avril 2016 et il abroge une ancienne directive de 1995 qui était elle aussi relative à la protection des données personnelles. Il reprend les principes de la directive qui a été abrogée, donc il garantit le bon fonctionnement du marché intérieur et il facilite aussi le libre flux des données. Par libre flux des données, en fait, on entend la libre circulation des données. C'est d'ailleurs un principe et un objectif qui sont rappelés au sein du RGPD. Dans son article 1er, au paragraphe 3, on nous dit clairement que la circulation de ces données, à l'égard des traitements qui sont réalisés, ne doit être ni limitée ni interdite. Donc c'est vraiment important aujourd'hui, il faut le comprendre, le règlement facilite vraiment cet échange. Le but n'est pas de le restreindre parce qu'on va le réglementer, le but est juste de faire attention à ce que les règles soient bien appliquées pour que ces échanges soient sécurisés. Et le règlement va même plus loin que la directive qui est abrogée puisqu'il aborde de la protection des droits et des libertés fondamentales, notamment de la protection du droit à la vie privée. Donc, il est globalement intervenu pour 3 raisons. 1, pour renforcer le droit des personnes. Je vous le rappelle, le RGPD a créé de nouveaux droits. Comme vous pouvez le voir de toute façon sur la liste, elle est énorme. Vous avez notamment des droits qui ont été précisés, le droit à la portabilité, etc. Vous avez également pour but, pour le RGPD, de responsabiliser les acteurs qui traitent des données. Donc on a les responsables de traitement et les sous-traitants. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec les notions, on les verra juste après. Et le RGPD, il est là aussi pour crédibiliser finalement la régulation qui a été mise en place d'ici là et faciliter une coopération entre les autorités européennes. Donc coopération entre les autorités, pour ceux qui ne sont pas familiers, chaque pays de l'Union européenne a une autorité régulatrice qui est censée veiller à la bonne application des règles du RGPD. Et ces autorités, elles peuvent être amenées à coopérer entre elles, puisqu'on peut avoir des situations, par exemple d'échanges de données, qui vont présenter des caractères d'extranéité. Donc on va avoir notamment un échange de données d'une entreprise qui va avoir son siège en France jusqu'en Belgique, ça va peut-être transiter par un autre pays de l'Union européenne. Et là, il faut se dire, si on a un problème, une atteinte ou quelque chose, quelle est l'autorité qui sera compétente pour gérer cette situation? Et le but de cette coopération, c'est de savoir quelles sont les dispositions nationales, quel est le comportement qu'on est censé avoir et donc quelle est la ligne directrice qu'on va tous les 3 suivre ensemble. Donc le RGPD, si on doit le résumer, c'est quoi? C'est un acte législatif qui est relatif à la protection des données, qui a une portée européenne et qui s'applique à l'ensemble des traitements de données. Et c'est bien un règlement, ce n'est plus une directive. Parce que comme vous le savez, c'était une directive qui a été abrogée. Et est-ce que quelqu'un sait quelle est la différence entre une directive et un règlement? La directive, c'est juste une orientation, mais il n'y a pas de pénalité si on ne respecte pas. Pour aller même plus loin que ça, en fait, une directive, c'est un acte législatif qui fixe des objectifs, mais qui va laisser une marge de manœuvre aux pays qui sont censés la transposer pour dire, c'est toi qui dois régler dans tes dispositions nationales la manière dont tu dois respecter ces objectifs-là. Alors que là, le règlement, c'est un acte législatif qui est contraignant, qui s'applique directement, et on n'a pas besoin de transposition pour qu'il soit opposable. Alors, qui est-ce que ça concerne? Contrairement à ce que certains pensent, ça concerne aussi les personnes physiques, ça concerne les personnes physiques et les personnes morales, mais ça ne concerne pas les personnes physiques qui font du traitement de données
dans le cadre d'utilisation d'activités personnelles ou strictement domestiques, hein, juste pour résumer. Mais globalement, la plupart du temps, ça concerne des personnes morales qui sont sur le territoire de l'Union européenne ou qui ne sont pas sur le territoire de l'Union européenne. Alors vous allez me dire, ça part un peu dans tous les sens, qu'est-ce que c'est la situation du RGPD? Le législateur européen, il a voulu englober un maximum de situations soumises au RGPD. Donc il a créé 2 critères de rattachement. On a le premier critère qui est le lieu d'établissement. Vous avez votre établissement dans un des pays de l'Union européenne, alors le RGPD s'impose à vous. Vous avez un second critère de rattachement qui est le critère de situation des personnes concernées. Vous avez des personnes qui résident, donc par exemple Nicolas, juste ici. Nicolas qui réside en France. Et ces données sont traitées par une entreprise qui est aux États-Unis. Cette entreprise aux États-Unis, en soi, elle n'est pas sur un territoire de l'Union européenne. Donc normalement, elle ne devrait pas être assujettie aux règles du RGPD. Mais étant donné que son offre de biens ou de services, par exemple, va viser Nicolas qui est en France, alors la société en question sera soumise aux règles et aux dispositions du RGPD. Quand? Évidemment, le 25 mai 2018, tout le monde en a entendu parler sur les médias, hein, ce 25 mai, la date d'entrée en vigueur du RGPD. Pour rappel, ce RGPD, il a été adopté le 14 avril et il a été promulgué le 27 avril 2016. Donc on a eu 2 ans pour se mettre en conformité, 2 ans pour lire, déchiffrer ce gros texte et essayer de se mettre en conformité. Comment? Comme je vous le disais, puisque c'est un règlement, il est directement applicable. Et on a donc ces fameuses autorités de contrôle qui sont censées vérifier par la mise en place de moyens et de méthodes, chacune des personnes respecte correctement les dispositions du RGPD. Alors comment elle peut avoir ça aussi? Par des moyens dissuasifs comme des sanctions. Donc il faut savoir que les autorités de contrôle, elles peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel consolidé d'une structure et jusqu'à 20 millions d'euros. Alors vous allez me dire, donc on va se prendre forcément 20 millions d'euros à chaque fois qu'on a une atteinte au RGPD? Non, pas forcément. Vous avez en fonction de la gravité, de la nature et de la durée de l'atteinte des paliers. Vous en avez notamment un si, par exemple, vous avez oublié d'élaborer votre analyse d'impact. C'est pas si grave que ça, donc ça va être planché à 2% du chiffre d'affaires et 10 millions d'euros. Et dans les cas, bien évidemment, où ça va concerner la plupart du temps la sécurité, alors là, les sanctions seront forcément plus lourdes. Et enfin, pourquoi le RGPD, est-ce qu'il a été mis en place? Pourquoi finalement on n'a pas pu se contenter de la loi de 78 que nous on avait en France et de la directive de 95 qui a été abrogée? Et tout simplement parce qu'on a eu plusieurs facteurs qui finalement ont poussé à l'adoption de ce règlement. On a eu notamment le fait qu'on a eu une augmentation substantielle de flux des données entre les différents pays, une fragmentation des réglementations nationales, le fait qu'effectivement, puisque c'était une directive avant, chaque pays, donc qui dit propre législation dit forcément quelque part quelques situations d'insécurité juridique, et qui dit insécurité juridique dit aussi frein, obstacle dans certaines réalisations d'activités économiques liées à la data. Vous avez aussi l'évolution technologique et comportementale qu'on peut tous avoir sur les réseaux, qui aujourd'hui n'est pas sur un réseau social, qui n'est pas détenu par une entreprise américaine. Donc, les termes du RGPD, pour rappeler un petit peu, remettre un peu dans le bain ceux qui ne sont pas forcément coutumiers. Une donnée personnelle, c'est une information ou tout groupement d'informations qui se rapporte à une personne physique, qui peut être identifiée ou identifiable. La personne, elle peut identifier directement. Est-ce que vous avez des exemples de données directement identifiables? Un téléphone. J'ai entendu plein de trucs. Le nom, prénom, voilà, tout simplement. Le nom, prénom. Et indirectement, qu'est-ce qu'on peut avoir? Un numéro, par exemple, d'identification client. Numéro de sécu. Et justement, pour rebondir sur le numéro de sécu, on peut être identifié à partir d'une seule donnée. Le numéro de sécu peut effectivement identifier directement une personne, ou on peut être identifié à partir du croisement d'un ensemble de données. Aujourd'hui, je vous donne comme information que vous avez une femme qui est née tel jour. Bon, ça va pas forcément plus nous avancer que ça. Elle lit tel magazine, et aujourd'hui, elle fait une conférence chez Gela Bootcamp. Bon, là, on se doute que c'est Mégane Duval. Vous avez par suite un traitement, puisqu'un traitement, c'est une opération ou un ensemble d'opérations qui portent sur les fameuses données personnelles qu'on vient de définir. Ce traitement, c'est n'importe quelle opération, donc ça peut être de la conservation, de la consultation, modification, suppression, la liste est très longue. Demain, vous avez un fichier avec des prospects que vous avez eu via un questionnaire, c'est un traitement de données. Ce traitement, il n'est pas forcément informatisé, ça veut dire que vous avez des supports qui peuvent être aussi bien numériques que papier.
Donc toutes les personnes ici qui travaillent dans une entreprise et qui ont des archives au sous-sol, qui sont enfermées, qui contiennent des contrats qui datent d'il y a 15 ans, il faudrait peut-être y faire un peu un tour et purger tout ça parce que c'est un traitement et que forcément c'est soumis aux règles du RGPD. Et enfin, chaque traitement doit avoir une finalité qui est déterminée. La finalité, qu'est-ce que c'est? C'est le but, c'est la raison d'exister du traitement finalement. Cette finalité, elle doit être claire, elle doit être compréhensible et elle doit être compatible avec l'activité finalement de la structure qui va réaliser ce traitement. Cette finalité, elle ne doit pas être détournée, on ne peut pas commencer un traitement avec une finalité et finalement se retrouver à la fin de notre traitement avec une finalité qui est complètement différente, bien qu'il y ait un tempérament, on en reparlera tout à l'heure. Et cette finalité, finalement, lorsqu'elle est élaborée, elle détermine la durée de conservation, lorsque c'est bien fait, la durée de conservation des données qui sont traitées. Cette finalité, finalement, elle est déterminée par qui? Elle est déterminée par le responsable de traitement, qui est la plupart du temps une personne morale, qui va déterminer la finalité, donc mon traitement, et les moyens, comment je mets en place mon traitement. Il est souvent accompagné d'un sous-traitant ou de plusieurs sous-traitants, qui est pareil, une personne morale ou physique, qui va traiter les données pour le compte de ce responsable de traitement, et dans le cadre souvent d'un service ou d'une prestation. Il faut savoir que le sous-traitant va devoir donc répondre aux indications qui sont données par le responsable de traitement. Donc ces indications, ça peut être un peu n'importe quoi, mais justement, le sous-traitant ne peut pas dire oui à n'importe quoi. Donc le sous-traitant, il faut savoir qu'il a parmi ses obligations une obligation d'alerte et de conseil. S'il se rend compte que le responsable de traitement va trop loin dans ce qu'il lui demande, parce que ce n'est pas forcément légal, parce que ce n'est pas forcément licite, il est obligé de l'alerter. On a la CNIL, donc notre fameuse autorité de contrôle en France, la Commission nationale de l'informatique et liberté, et le DPO, le Data Protection Officer, ou le délégué à la protection des données. C'est celui qui va gérer, c'est le chef de file finalement dans une structure de la bonne application des règles du RGPD. Donc les principes généraux qui découlent du RGPD, vous les retrouverez pour votre information au chapitre 2 du règlement, si vous avez envie de passer votre nuit torride à lire toutes les pages du RGPD. Vous avez comme premier grand principe les principes qui sont relatifs au traitement des données. Déjà qu'il faut traiter les données de manière licite, loyale et transparente. C'est peut-être pas forcément simple, mais clairement, il faut que vous traitiez des données dans un cadre légal, que ce soit loyal et transparent. Il ne faut pas qu'il y ait d'opacité qui soit attachée à votre traitement. Vous avez bien évidemment le principe de limitation des données. Ça rejoint ce que je vous ai dit sur les finalités. C'est-à-dire que vous allez devoir traiter des données en fonction d'une finalité. Vous allez devoir traiter ces données en fonction d'une durée, en rapport avec une durée qui ne peut pas excéder la finalité que vous avez préétablie. Et vous ne pouvez pas détourner l'usage de ces données pour une autre finalité que celle qui a été initialement écrite. Vous avez le principe de minimisation des données. Là, c'est très simplement, je ne peux pas traiter plus de données que ce qui est nécessaire à la réalisation de mon traitement. Je fais une enquête de satisfaction client, je ne vais pas vous demander votre RIB. Je ne vais pas forcément en avoir besoin. Donc, je ne vais pas récupérer cette donnée-là. Vous avez le principe d'exactitude. Comme son nom l'indique, c'est simplement que vos données, elles doivent être faites un traitement. Et vous avez le principe de confidentialité et d'intégrité. Confidentialité, ça paraît un peu simple. Et l'intégrité, c'est simplement que vous devez garantir la sécurité de vos données personnelles. Jusqu'ici, on est bon. Second principe, la licéité du traitement. La licéité du traitement est légale. On entend parler de base légale. C'est le fondement, c'est ce qui justifie légalement qu'on peut traiter certaines données. Ce traitement doit répondre à minima à une des conditions que je vais vous énumérer. Le consentement recueilli de la personne qui est concernée dans le traitement des données. Une exécution contractuelle, donc je vais avoir un contrat qui va être lié à une prestation qui va justifier que ça aboutisse à un traitement de données. Le respect d'une obligation légale. La sauvegarde des intérêts vitaux d'une personne concernée. L'exécution d'une mission d'intérêt public ou l'intérêt légitime. Je vais m'arrêter juste 2 petites secondes sur l'intérêt légitime parce que déjà c'est une notion qui est un peu vague, un peu floue. Et c'est un fourre-tout que beaucoup d'entreprises ont utilisé pour dire voilà, c'est bon, je réalise mon traitement, c'est parce que c'est un intérêt légitime. Donc c'est bon, hop, c'est justifié, c'est parfait pour moi. Non, il faut savoir que déjà, on a un cas très spécifique où l'intérêt légitime ne pourra jamais prévaloir. C'est le cas où vous avez en jeu des intérêts de personnes concernées ou des libertés ou des droits fondamentaux. Et à partir du moment où vous êtes en présence de ce genre de cas, alors l'intérêt légitime ne pourra jamais exister pour justifier l'existence de votre traitement, encore plus si la personne en question
est un enfant. Sur le tempérament dont je vous parlais justement sur le principe de finalité, il faut savoir que lorsqu'un traitement est conçu, vous avez donc une finalité initiale. Et parfois, ça peut vous arriver d'avoir d'autres finalités. Pour un traitement qui va être très global, vous pouvez avoir des sous-finalités. Si vous vous rendez compte, lorsque vous avez mis en place votre finalité initiale, que vous avez un lien avec la finalité qui se retrouve à la fin de votre traitement, si vous vous rendez compte que la nature des données prête à ce qu'on ait différentes finalités, si vous avez des garanties qui sont appropriées, alors on a un tempérament qui est autorisé par le RGPD qui nous dit c'est bon, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir qu'une seule finalité dès lors qu'il y a un lien, une nature des données qui le garantit, ou etc., etc. Et enfin, le troisième grand principe général du RGPD, c'est le consentement. Le consentement, comme vous le connaissez tous, on a des conditions aujourd'hui qui sont applicables aux majeurs et des conditions qui sont applicables spécifiques aux enfants. Le consentement, c'est tout simplement tous les individus qui sont dans cette salle qui vont consentir à ce qu'on traite leurs données. Aujourd'hui, pour la petite information, pour les enfants, enfin, beaucoup d'entre vous, je pense, le savent, le RGPD avait mis une limite, une fourchette où les législations nationales pouvaient déterminer à partir de quel âge on n'était plus considéré comme étant un enfant au sens du RGPD. La fourchette étant comprise entre 13 et 16, et en France, on a décidé de retenir 15 ans. Donc à partir de 15 ans, on n'a plus forcément besoin d'avoir l'intégralité des règles qui sont applicables au consentement des enfants pour pouvoir le recueillir, ce fameux consentement. Il faut aussi se souvenir que le consentement, il doit être donné de manière libre, il doit être donné de manière spécifique, c'est-à-dire que pour un traitement particulier, je ne vais pas vous demander de consentir là, en signant à la fin de cette session à ce que vous me donniez les données de vos comptes en banque, plein de choses comme ça. Donc on doit être conscient que notre consentement, il est donné pour un cas précis, de manière libre, de manière claire, pas sous l'empire de la directive de 95, l'acte positif clair. Ce qui veut dire que globalement, toutes les petites cases qu'on a tous dû voir à un moment dans notre vie précochées, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus possible, c'est contre la régulation, ce n'est plus légal. Est-ce que vous avez des questions sur le rappel des grands principes? Jusqu'ici, tout va bien, les termes sont clairs, tout est clair. Je vous ennuie pas trop, vous vous endormez pas? Super, alors on continue. Donc là, je vais vous aborder le retour d'expérience, les 1 an. Donc comme je l'ai dit, le RGPD, il est en vigueur il est entré en vigueur le 25 mai 2018. Ce RGPD, finalement, c'est intéressant d'avoir une première approche chiffrée pour savoir ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir que en 1 an, on a eu une augmentation de 30% des plaintes qui ont été faites à la CNIL, donc notre fameuse autorité de contrôle, avec 11 900 plaintes en France, ce qui est quand même pas mal. 11 900 plaintes en France, c'est 11 900 personnes ou structures qui en tout cas sont conscientes qu'elles ont des droits et qu'il faut les respecter. Vous avez aussi sur 1013 dossiers, 800 dossiers dans lesquels la CNIL a été impliquée pour une coopération européenne. Je vous parlais tout à l'heure du fait que chaque pays de l'Union européenne avait une autorité de contrôle et ces autorités de contrôle, elles sont censées coopérer entre elles lorsqu'on a des sujets, justement des situations qui sont soumises à des critères d'extranéité. Et bien dans ces cas-là, sur 1013 dossiers, on en a 800 qui concernent la CNIL, notre autorité française à nous. Ça signifie quoi? Ça signifie que finalement, la CNIL est quand même très au fait et a une position très à l'écoute au niveau européen, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'elle est plutôt consciente de ce qui se passe sur les pays transfrontaliers et même sur l'intégralité de l'Europe. Le CEPD, c'est le contrôleur européen à la protection des données, c'est l'ancien G29 pour ceux qui ne le savaient pas. Lui, il parle de 280 000 dossiers qui ont été traités en totalité lors des 9 premiers mois. Après le 25 mai 2018, sous 9 mois, on a eu quasi 300 000 dossiers traités au niveau européen, c'est énorme. Vous avez plus de 19 000 DPO qui ont été désignés sur 53 000 organismes. Bon, il faut se dire que 19 000 DPO, c'est plutôt pas mal. Ça peut paraître peu par rapport au nombre d'organismes, mais il faut savoir que les DPO ne sont pas forcément obligatoires dans toutes les structures. Il y a certaines conditions qui exigent qu'ils soient obligatoires, donc ça peut plus ou moins expliquer ce chiffre. On a 2044 notifications de violation en France et plus de 89 000 au niveau européen. C'est quand même énorme. Et quand on parle forcément de chiffres, de bilan chiffré, on parle de cette fameuse amende, et tout le monde a dû en entendre parler, de cette amende de Google de 50 millions d'euros. Et pour rebondir par ailleurs là-dessus, pour ceux qui l'ont vu aujourd'hui, la FTC a finalement contractualisé l'amende de 5 milliards d'euros donnée à Facebook. Donc la FTC qui est un peu l'autorité américaine.
Il faut savoir que ces 5 milliards, donc ils ont été quand même négociés en avance, hein. Il n'y a pas forcément tout, ça ne couvre pas non plus toutes les situations européennes, c'est principalement américain comme sanction. Et ça inclut dans la sanction, au-delà de payer 5 milliards d'euros, de monter une structure qui est dédiée à la privacy. Ça veut dire qu'on a une structure dans laquelle il va falloir faire un suivi de l'intégralité des actions qui n'ont pas été mises en place par Facebook et dans laquelle Mark Zuckerberg n'aura pas du tout d'accès, pour une fois qu'il n'aura pas accès à quelque chose. On aura aussi le fait que la FTC puisse accéder à donc l'autorité de contrôle, à cette fameuse structure qui est dédiée pour pouvoir suivre l'avancée et donc taper sur les doigts quand il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'on est un peu en retard. Imaginez, oui ? En échange de certains arrêts de poursuite pour Cambridge Analytica. Exactement, exactement. Pas tous. Non, pas tous. Non, pas tous. De toute façon, l'amende ne couvre pas toutes les situations. Et comme je disais, ça ne concerne pas forcément les situations qui sont déjà en Europe. Donc forcément, les Cambridge Analytica, vu que ça touche aussi l'Europe, enfin bref, ça ne concerne pas tout. Effectivement. Exactement. Bref, donc je vous laisse un peu imaginer. Imaginez quand même Facebook, 5 milliards. Et le bénéfice de Facebook l'année dernière ? C'est 20 milliards le bénéfice. 20 milliards le bénéfice ? Bon, bah ça fait un quart, c'est pas mal, hein. On a 12 pays européens où on a eu des sanctions, donc sur le territoire européen, c'est plutôt pas mal. Et 52, pour reparler des GAFA, 52 enquêtes qui ont été menées par l'autorité de contrôle irlandaise, celle où on a justement un des sièges de Facebook. 52 enquêtes qui ont été menées et 19 qui concernent les GAFA. Sur 52 enquêtes, on en a 19 qui concernent les GAFA. Le but quand même du RGPD, c'était aussi un peu de contrôler les GAFA. Est-ce qu'on tend à aboutir à ce qu'on voulait initialement ? Question ouverte, mais en tout cas, ça se pose. On a 6 personnes sur 10 qui connaissent l'existence de leur autorité de contrôle en Europe. On a, justement pour appuyer ça, 8,1 millions de visites sur le site de la CNIL. C'est énorme par rapport à ce qu'il y avait pu y avoir l'année dernière. C'est-à-dire que les gens n'étaient même pas au courant que la CNIL avait un site. Et d'ailleurs, ne savaient même pas ce que c'était que la CNIL. Mais grâce à la conférence d'aujourd'hui, vous savez que la CNIL, c'est notre autorité de contrôle. Vous avez 59% des entreprises qui pensent répondre aux exigences réglementaires, ça ne veut pas dire qu'elles répondent forcément aux exigences, sachant qu'il y a de toute façon toujours des évolutions réglementaires et perpétuelles. Et enfin, vous avez 70% des Français qui se disent aujourd'hui plus sensibles aux problématiques de protection des données. Est-ce que vous avez 70% des personnes ici dans la salle qui sont plus sensibles à la protection des données ? Qui est sensible à la protection de ces données ? Lève la main. Ah ben on a 70%, c'est nickel. Donc on va faire un retour un peu d'expérience sur le DPO. Le DPO qui est censé être la clé de voûte un peu de la mise en conformité d'une structure. Le DPO, c'est l'ancien CIL, c'est le correspondant informatique et liberté. Et ce DPO, ce Data Protection Officer, il a plusieurs missions. Il a notamment des missions d'information, veiller à ce que la structure pour laquelle il travaille respecte l'application des règles du RGPD. Le DPO doit également auditer et contrôler sa structure, forcément, puisqu'elle doit avoir un avis, le DPO doit avoir un avis sur ce qui se passe un peu en interne et sur comment les données sont traitées et si on respecte bien tous les principes. Et derrière ça, présenter des bilans annuels sur comment la structure arrive à se mettre en conformité. Et c'est notamment aussi, et c'est vraiment important, l'interlocuteur principal avec la CNIL. Si demain vous travaillez dans une entreprise et que vous êtes contrôlé par la CNIL, ce que je ne vous souhaite pas, si vous avez un DPO, ce DPO sera l'interlocuteur principal avec l'autorité de contrôle. Évidemment, vous avez plein d'autres missions du DPO, là je vous les ai synthétisées, mais vous pourrez les retrouver de toute façon et c'est en perpétuelle évolution. Il faut dire qu'au début, les DPO avaient un peu le mauvais rôle parce qu'on leur demandait de savoir un peu tout, mais on n'avait pas forcément beaucoup d'outils. Et le passage, la transition entre 2018 et 2019 a été assez marquante parce qu'on a essayé de mettre de plus en plus en place des outils, des synthèses, des accompagnements aux DPO pour les aider à mettre en conformité leur structure. Et vous avez notamment des associations qui existent comme l'AFCDP, qui est l'association française correspondant aux données personnelles. Et l'AFCDP, donc c'est une association qui met en place des forums où les DPO peuvent échanger entre eux, se dire bah tiens, là j'ai eu tel cas pratique, comment vous réglez cette situation. Ce sont des forums d'échange, mais ça permet notamment après de tirer des rapports. Vous avez aussi des workshops, des réunions fermées où on peut faire évoluer et où parfois la CNIL participe. L'AFCDP, elle a commandé auprès de l'AFPA, qui est un organisme de formation pour adultes, une étude pour savoir comment se passait un peu le métier des DPO. Et le bilan, peut-être que je suis un peu trop pessimiste, mais le bilan il est un peu alarmant. On a sur l'intégralité des DPO en exercice 33 qui n'ont jamais eu de formation. C'est quand même énorme.
on a un tiers des DPO qui aujourd'hui sont censés gérer la conformité qui ne sont pas vraiment au fait peut-être de ce qu'est une conformité. Donc il faudrait se poser la question. On a 3/4 des DPO qui travaillent seuls. Ça veut dire qu'un quart seulement, une personne sur 4 qui est DPO, aujourd'hui travaille accompagnée. Mais sinon, les 3 autres personnes sont isolées. Et dans ces personnes qui travaillent, dans ces DPO, vous avez 50% qui déclarent ne pas avoir de budget pour les aider à se mettre en conformité. Plus de 50%. La moitié de la profession n'a pas de budget pour pouvoir aider une entreprise, une structure à se mettre en conformité au RGPD. C'est un usage demandé, alors que c'est demandé dans le texte. De mettre, effectivement, dans le texte, c'est marqué de mettre des moyens à disposition du RGPD, enfin du RGPD, du DPO. Exactement, exactement. Et vous avez, pour le reste de ceux qui ont répondu, 10% qui précisent que leur budget est inférieur à leur demande. Donc dans tous les cas, on a 60% des DPO qui clairement n'ont pas les moyens, alors qu'ils sont censés les avoir, et merci de l'avoir précisé, 60% qui n'ont pas les moyens qu'ils devraient avoir pour mettre en conformité leur structure. Vous avez 23% des DPO qui estiment n'être jamais ou rarement consultés en amont des projets. Et là, je vais vous parler d'un principe pour ceux qui ne connaissent pas, des 2 principes même. C'est le fameux principe du privacy by design et le privacy by default. Ces principes-là, c'est des principes qui disent que quand vous allez conceptualiser un outil, quand vous allez conceptualiser un projet, même un traitement, vous êtes censé avoir à l'esprit que vous devez minimiser au maximum la collecte des données et vous devez garantir au maximum l'ensemble des mesures de sécurité qui vont être mises en place. Le by design, ça veut dire que dès la conception, on va penser RGPD, on va se dire ok, il faut que j'intègre les règles dedans. Et le by default, c'est que par défaut, le paramétrage doit être au maximum au niveau de la... Est-ce que vous savez si la CNIL a retoqué certaines entreprises pour défaut de moyens? Oui. Oui, enfin, elle les a pas retoquées, il y a eu des mises en demeure qui ont été faites. Des mises en demeure ou des notifications, mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu de sanctions qui sont tombées pour défaut de moyens. Donc globalement, ce qu'on retire de tout ça, c'est que il faut, notamment quand vous êtes DPO, mais pas seulement, hein, quand vous êtes un peu sujet à la profession, quand vous bercez dans le monde du RGPD, il faut être informé, il faut sensibiliser. Autour de vous, on peut en parler, c'est assez facile. On a tous reçu au moins une fois dans sa vie un email qui nous dit, l'année dernière, qui nous disait « Alors, on a changé notre politique de confidentialité, il est important, bon, on l'a tous supprimé ou on l'a tous mis dans la corbeille, mais n'empêche qu'on est tous touchés par ça. Vous avez tous un compte Facebook, vous avez tous un compte bancaire, vous avez tous des données qui gravitent un peu partout. Donc finalement, il faut être informé, il faut être sensibilisé. Et, in fine, ce qui manque aujourd'hui, c'est peut-être encore de l'accompagnement, même si on a des associations qui sont mises en place et on a des workshops. Il faut savoir que la CNIL met en place des workshops avec un organisme qui s'appelle French Tech Central, qui est un organisme qui travaille avec la LINC, qui est le laboratoire d'innovation de la CNIL en fait. Et ils organisent souvent, très souvent, même des workshops à 20 personnes. Donc on a eu récemment un workshop sur le privacy by design, sur comment intégrer dans la conception d'outils, de logiciels. On a eu un workshop sur les données biométriques. Donc vous pouvez suivre ça de très près, ils sortent des rapports après par la suite et ça permet aussi d'accompagner un peu plus dans l'assimilation de ces principes. Autre retour d'expérience qui est extrêmement important, c'est la CNIL. Donc la CNIL, notre autorité. La CNIL qui a plusieurs missions, je vous rappelle, informer les acteurs, protéger les droits, accompagner la conformité et conseiller les individus, anticiper les sujets émergents et innover, d'où le fait qu'elle est justement ce laboratoire d'innovation, et contrôler et sanctionner. Mais ça fait aussi partie de ses prérogatives. Depuis le 25 mai 2018 jusqu'à il y a quelques mois, maintenant quelques semaines, on a vu de la part de la CNIL une certaine tolérance d'accompagnement. On s'est dit, d'accord, ils avaient peut-être 2 ans pour mettre en place le RGPD, mais c'était quand même un gros texte avec énormément de principes à assimiler, des principes légaux qui peuvent être parfois un peu compliqués. Et donc, elle a voulu, par cette démarche, accompagner les entreprises qui, justement, étaient soumises à une mise en demeure. Et souvent, ça a plus ou moins abouti à une régularisation à l'amiable plutôt qu'à une sanction. Donc, on était vraiment dans une démarche d'accompagnement, une démarche un peu préventive ou en tout cas d'information et de sensibilisation. Elle a pu, tout au long de cette année, de cette première année, vous allez avoir forcément le tampon CNIL qui vous dit c'est bon, vous avez le droit de former des gens, bah, ça sera forcément une plus-value sur le marché. Et derrière ça, ça nous permet aussi d'avoir des référentiels corrects sur qu'est-ce qu'on attend exactement d'un DPO. Et donc récemment, c'est l'AFNOR qui a pu bénéficier de cet agrément. Pour information, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, donc la CNIL a mis en place pendant toute cette année énormément de moyens et d'outils
pour accompagner les entreprises dans cette mise en conformité. Je vous ai fait un peu une liste des outils principaux. Vous aurez de toute façon les slides après, vous pourrez les retrouver. Mais elle a mis en place, donc sans doute je pense le savent, des modèles de registre. Elle a mis en place des mentions d'information. Elle a mis en place un logiciel pour mener des analyses d'impact. Alors je vous l'accorde, c'est pas le meilleur logiciel du monde, mais c'est déjà un logiciel. Donc au moins ça peut nous aider en tout cas dans l'appréhension de ce que c'est qu'une analyse d'impact. Elle a mis en place des référentiels qui donnent en fait la liste, par exemple sur la gestion du personnel, la liste des traitements que vous allez avoir dans ce secteur, la durée de conservation qui est afférente, le type de données qui seront traitées. Vous avez aussi un kit de bonnes pratiques qui est en ce moment spécialement dédié aux développeurs, mais elle a prévu aussi d'en développer d'autres, ces kits de bonnes pratiques. Des fiches pratiques pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est que le RGPD. On vous l'explique de A à Z avec des petits graphes et des petits dessins faits par la BPI, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez un guide aussi pour les sous-traitants. De quoi ? Il y a des vidéos sur YouTube de comité, je pense. Ouais, exactement. Bah, c'est lui qui l'a fait en partenariat justement avec. Vous avez un guide pour les sous-traitants. Donc ce guide pour les sous-traitants, il va vous expliquer quelles sont vos obligations en tant que sous-traitant et il va vous donner des exemples de clauses contractuelles pour justement avoir un équilibre en tout cas dans la relation contractuelle avec le responsable de traitement. Il faut savoir que souvent, et par expérience, j'ai pu le voir, les responsables de traitement usent du fait qu'ils fassent appel au prestataire et si le prestataire est un prestataire économique faible, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément un chiffre d'affaires annuel extrêmement élevé, souvent le responsable de traitement va dire bah non, pour tel cas tu es responsable, tu as toutes les obligations, tu as etc. au sous-traitant, alors que c'est pas vrai. Et malheureusement économiquement la balance est parfois déséquilibrée et ça peut amener à certaines choses. Donc le fait qu'il y ait un guide pour les sous-traitants avec des modèles de clauses, c'est aussi un moyen pour les sous-traitants de dire mais attention, moi je veux insérer ça, comme ça moi aussi de mon côté je me protège. Et vous avez enfin le MOOC qui a été fait par l'atelier RGPD. Ce MOOC, c'est une formation, c'est accessible à tous. Vous avez des vidéos, vous avez des textes qui vont vous expliquer ce que c'est que le RGPD, quels sont les cas métiers qui sont attachés, et ensuite vous avez un questionnaire. Et à la fin, si vous avez bien réussi, vous avez une petite attestation avec un pourcentage de réussite. Et j'espère que vous ne ferez pas comme tout le monde à mettre cette attestation sur LinkedIn, puisque tout le monde réussit le MOOC, hein, donc ça ne sert absolument à rien. Et on peut refaire les questions, donc on peut tricher en plus. Vous avez bien évidemment... Quoi ? Ah oui, oui, bah c'est bien de tricher aussi, hein, si c'est le message. Ils l'ont dit. Et enfin, vous avez de toute façon globalement le site de la CNIL où vous pouvez avoir énormément d'informations. Il y a beaucoup de juristes de la CNIL qui sont à disposition, le laboratoire d'innovation aussi qui est à disposition. Donc dès qu'on n'a pas d'informations, on peut trouver quand même des aides sur Internet et des guides. Et enfin, en dernier retour d'expérience sur cette année de mise en conformité, bah forcément, hein, si je suis là, c'est aussi pour ça. Le RGPD, c'est une opportunité commerciale. Le RGPD, ça a été l'occasion pour tous ceux qui avaient déjà plus ou moins une idée de ce que était une donnée 18, pour tous ceux qui se disaient, qui travaillaient dans la transformation digitale, dans l'accompagnement de la cybersécurité. Tout cela ont vu, à travers le RGPD, une opportunité de développer des entreprises et du conseil. Vous avez notamment aujourd'hui une prestation qui est souvent monnaie courante, de DPO externalisé. Parce que oui, le DPO n'est pas forcément quelqu'un que vous désignez en interne ou quelqu'un que vous embauchez exprès pour ça. Vous pouvez faire appel à des sociétés de conseil ou même des sociétés qui vont juste faire du DPO externalisé, qui vont vous proposer de venir vous accompagner dans votre mise en conformité. Vous avez aussi le secteur public qui fait appel à des cabinets de conseil, des cabinets d'accompagnement à travers des appels d'offres, à travers des marchés publics. S'il n'y a pas que les entreprises privées, je ne vois pas pourquoi le secteur public serait toujours privilégié. Et on a aussi, donc, comme je l'ai dit, le secteur privé qui fait souvent appel à des aides extérieures et des prestataires spécialisés. Par prestataire spécialisé, on a aussi Kaora, donc l'entreprise dans laquelle je travaille, qui est une société de conseil. Et voilà, vous avez des structures qui sont dédiées à ça, qui vont vous fournir une prestation de conseil, une prestation de pilotage et d'aide. Attention aux arnaques quand même, parce que vous avez aussi pas mal de sociétés qui se prétendent être experts en RGPD, mais qui ne savent même pas ce que c'est qu'une donnée, qui ne gèrent pas vraiment bien tout ça, qui ne connaissent pas les principes du RGPD, qui vont vous dire la réglementation. Donc déjà, c'est vraiment mal barré. Et qui aujourd'hui ne vont pas avoir de référence. Donc le conseil, c'est si demain vous avez besoin d'être mis en conformité, je vous conseille vraiment de regarder les références clients, de regarder un peu le site,
Et rien que sur le site internet, vous allez avoir des idées. Est-ce que sur le site internet, quand vous allez dans les mentions légales, vous avez la politique de confidentialité? Est-ce que vous avez toutes les mentions légales qui sont afférentes à la loi pour une république numérique et à la loi informatique et liberté? Si déjà vous n'avez pas ça, c'est mal parti. Ne faites pas appel à cette société-là. Et à côté de toutes ces prestations de conseil qu'on peut voir graviter sur le marché, on a aussi des sociétés qui fournissent des outils de pilotage, des outils de gouvernance au RGPD. Donc oui, Cahora aussi fournit un outil. Souvent, ces outils-là, qui est développé par notre sublime Nicolas au premier rang, et ces outils de pilotage, en général, ils vous aident en fait à avoir des tableaux de bord, par exemple en temps réel, ou des plans d'action. Ils vont permettre d'avoir un suivi en fait de votre mise en conformité. Vous allez notamment avoir des registres qui vont être complètement consolidés, ce qui signifie que vous n'aurez plus vos fichiers Excel un peu partout répartis, vous n'aurez plus vos documents Word pour vos contrats, tout sera centralisé dans un outil. Donc je vous conseille aussi, si vous êtes intéressé par par avoir un outil parce que vous êtes une grande structure, de regarder un peu le marché, de faire un petit benchmark, de regarder ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas, et pourquoi pas de venir me voir à la fin de la journée pour qu'on en parle ensemble. Donc voilà un peu ce retour d'expérience sur les 1 an. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions, des demandes d'informations? Tout est clair jusque-là? Ok. Donc on va aboutir à la dernière partie de cette conférence, cette petite conférence. C'est les prochaines étapes qui sont attendues autour du... La prochaine étape, c'est bien évidemment quelle sera la position de la CNIL. Parce que la CNIL, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a eu son année où elle a été gentille, elle a accompagné les entreprises, elle a accompagné les DPO, elle a été vraiment extrêmement gentille. Elle va continuer à soutenir les opérateurs dans cette dynamique, elle va amplifier les actions d'accompagnement, elle va notamment rédiger des contenus métiers qui vont prendre parfois la forme du MOOC, par exemple, pour ceux qui ont pu le faire, sur des thématiques et des secteurs bien précis. Elle va accompagner les collectivités territoriales qui, comme je vous le disais, sont un peu à la ramasse au niveau de la mise en conformité, parce que pour votre information, les collectivités territoriales, elles ont des obligations supplémentaires de mise en conformité. C'est peut-être un peu plus compliqué, et puis il y a d'autres lois aussi qui interviennent. On a la loi de l'open data, donc, qui est censée favoriser la transparence et donc l'absence d'opacité sur les données qui peuvent être traitées par les structures publiques. Donc comment respecter la confidentialité des données et en même temps répondre aux exigences. Enfin voilà, il y a quand même quelques situations juridiques qui aujourd'hui sont un peu compliquées. Mais globalement, la CNIL, le but, c'est d'accompagner les collectivités en faisant des plans, en faisant des guides, des sensibilisations, des fiches pratiques, bref, en continuant à faire un peu tous les supports qu'elle a pu fournir. Elle va aussi accompagner les startups parce que parfois elles sont assez délaissées, elles sont prises au dépourvu. Souvent les startups, ce sont des TPE ou des PME, et même s'il y a des guides qui existent ou des petits kits, elles n'ont pas forcément les ressources humaines, financières, et donc globalement du temps pour se mettre en conformité. Donc voilà, le but de la CNIL, c'est aussi de toucher ces secteurs-là et de les accompagner un maximum. Elle va continuer à résoudre certaines situations problématiques des professionnels. Et ce que j'ai mis sous ce stickers-là, c'est qu'aujourd'hui, on a vu apparaître sur le marché du RGPD des entreprises qui ont décidé de se spécialiser dans l'attaque par la demande de droit, d'exercice de droit, de toutes les sociétés. Donc vous avez, vous le savez, vous avez des droits. Vous avez le droit de consulter vos données, vous avez le droit de demander la suppression de vos données, de demander une copie, enfin bref, vous avez beaucoup de droits. Et ces sociétés-là, elles sont spécialisées, vous vous inscrivez, elles vont repérer l'intégralité des entreprises, des sites internet sur lesquels vous allez être, et elle va adresser à toutes ces entreprises-là des demandes. J'aimerais la copie, j'aimerais la suppression, j'aimerais machin. Il faut savoir que souvent, et on a des exemples de cas clients, on a des clients qui nous disent qu'ils reçoivent plus de 300 demandes la journée. Mais derrière ça, vous avez les demandes à traiter sous un mois, mais vous en avez 300 par jour. Vous avez votre mise en conformité, vous avez peut-être le contrôle CNIL qui va vous tomber, vous avez vos contrats à relire, vous avez vos fournisseurs à gérer. Bref, vous en avez un peu n'importe où. Et c'est un sujet qui est vraiment problématique aujourd'hui. Mais un des juristes de la CNIL a dit que justement, ils allaient s'y pencher et sans doute légiférer là-dessus, ce qui ne serait pas une mauvaise chose. Mais tout n'est pas beau, tout n'est pas rose au sein de la CNIL, et vous allez forcément avoir un changement politique. Depuis qu'on a eu une nouvelle présidente à la tête de notre autorité de contrôle, elle nous a indiqué que c'était fini la tolérance, que c'était fini la gentillesse et qu'aujourd'hui on allait avoir plus de sanctions. On a d'ailleurs des effectifs qui ont été augmentés dans le but de quoi ? Peut-être de contrôler et de sanctionner, je ne sais pas.
Mais le but, en tout cas aujourd'hui, c'est d'être conscient que c'est fini l'époque où on disait qu'on ne connaissait plus le RGPD et qu'on était à la ramasse. Aujourd'hui, la CNIL va attendre de vous que vous soyez en conformité ou en tout cas que vous soyez un maximum en conformité. Apparemment, ils se font piquer des effectifs par les gars. De quoi? Ils se font piquer, déformer. Les effectifs par les GAFA? Oui, mais ça m'étonne pas. Mais après, il y a de toute façon, dans les GAFA, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur 52 enquêtes instruites auprès de l'autorité irlandaise, on a quand même 19 qui concernent les GAFA. En même temps, est-ce que, et je repose la question, le but du RGPD, c'était pas de gérer un peu les données qui étaient traitées par les GAFA? Pas que. Pas que, mais... Il y a la moitié des effectifs formés depuis 2 ans par exemple qui sont déjà chez les GAFA. Oui, bien sûr. Après, il faut aussi se dire qu'une fois que l'action auprès des GAFA, elle sera... Non, mais c'est vrai. Mais une fois que l'action auprès des GAFA, elle sera amoindrie, enfin voilà, je veux dire, là encore, il y a bien évidemment les effectifs, il y a bien évidemment les effectifs qui sont consacrés aux GAFA, mais on a aussi les effectifs qui sont consacrés aux plaintes, par exemple, qui vont répondre aux demandes des personnes qui ont effectué une demande sur le site de la CNIL. S'il vous plaît, à ce sujet, comment on fait pour concilier par exemple, le Cloud Act avec la RGPD en Europe? Le Cloud Act avec le RGPD? Ouais, ben, en fait, justement, ça a été... C'est des internationaux. Pardon? C'est des juridictions internationales en fait. Exactement. Ouais, exactement. En fait, justement, ça a été un sujet qui a été extrêmement abordé, justement parce que ça date de il n'y a pas si longtemps que ça, le Cloud Act. Et en fait, aujourd'hui, la position qui est celle de la CNIL, ça a été, parce qu'on a conversé longtemps avec les juristes, c'était de dire qu'aujourd'hui, de toute façon, la priorité, c'était l'application du RGPD, peu importe ce qui se passe, et que l'autorité irlandaise qui est un peu réfractaire à ça, mais l'intégralité des autorités européennes aujourd'hui tendent à ce qu'elles imposent obligatoirement l'application du RGPD. Donc de base, en fait, comme je le disais tout à l'heure, on va prendre le critère de rattachement et on va l'user à mort pour essayer d'appliquer au maximum les dispositions du RGPD. C'est évident que ça va poser des problèmes, mais de toute façon, il y a aussi, et là on sort de la réglementation spécifique, on a quand même un droit international privé qui existe. Et ce droit international privé, il est là aussi pour dire, voilà, quelle juridiction sera compétente et quelle loi je vais appliquer à telle situation. Et ce droit international, il est régi par des conventions, le règlement de Rome, le règlement de Bruxelles sur les compétences. Donc c'est des règlements plus qu'européens. On a aussi tout ce qui est convention internationale. Enfin bref, on a un sacré paquet juridique qui est là aussi pour garantir un peu ça. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de pays sont en train de copier la réglementation RGPD. Mais depuis longtemps, je veux dire même depuis l'élaboration de la loi de 78. Mais beaucoup de pays, y compris en Afrique, ont copié quasiment intégralement et regroupé par extension le groupement des CNIL européennes. Donc ça devient une norme plus large que l'Europe. Un règlement. Et encore une fois, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, il y a encore une fois le fait que, comme je vous le disais, la CNIL par exemple, le fait qu'elle soit sur 800 dossiers, sur 1013 dossiers, c'est pas rien, je veux dire, c'est significatif aujourd'hui d'un État où on va considérer l'Europe, et notamment la France, c'est pas patriotique de dire ça, c'est un fait, d'États, de pays qui sont justement leaders dans certains domaines, comme celui de l'édiction de normes et de règles relatives à la protection des données. On n'est pas parfait, mais effectivement, on a des codes de conduite, on a des chartes, on a des choses, on a des règlements, on a des textes législatifs qui sont là pour faire le travail et de plus en plus, par le fait aussi, et j'insiste dessus, des conventions qui ont déjà été préétablies en droit international entre les pays, la copie finalement des normes et des lois. Et dans ces lignes, on a par exemple le fait que vous savez tous, on est tous allés sur un site internet où on avait un bandeau qui disait si vous continuez la poursuite de votre navigation sur ce site, on peut déposer des cookies sur votre ordinateur. Et ça c'est fini. Avec les lignes directrices de la CNIL, elle vous dit non, ça c'est plus possible, vous devez dans tous les cas consentir. Vous vous rappelez, une des bases légales, vous devez consentir au traitement, au dépôt des cookies. Donc ça, c'est une des choses qui est à attendre énormément. Ensuite, on a les objectifs de l'Union européenne qui vont se baser sur 3 secteurs principalement pour lier avec les préoccupations autour de la data et du RGPD. L'intelligence artificielle, l'essor de l'intelligence artificielle, le développement des réseaux 5G et des datas qui vont être attachées au développement de ces réseaux, et l'intégrité des élections
et la sécurité des systèmes de vote par Internet. On a eu d'ailleurs récemment, pareil au mois de juillet, la mise à jour des recommandations de la CNIL qui a été faite au sujet de la sécurité des systèmes de vote. Et enfin, on a la directive DSP2 relative aux services de paiement. On avait une DSP1 qui existait avant, on a la 2 maintenant. On a une partie de cette directive qui est entrée en vigueur le 13 janvier et un complément qui rentrera en vigueur en septembre. Je vous en parle pourquoi? Parce que en fait, cette directive, même si c'est une directive, elle doit être transposée. Il se trouve qu'en France, la loi de transposition a plus ou moins été prise, donc on a quand même des choses qui nous sont applicables maintenant, du fait de cette loi de transposition. Il faut savoir que la directive relative aux services de paiement, elle met en exergue le fait que pour des paiements qui seront supérieurs à 30 €, on aura obligatoirement besoin d'une authentification forte, c'est-à-dire à 2 critères. Et dans l'authentification forte, on a tous maintenant derrière nos téléphones portables cette petite donnée biométrique qui est récupérée par notre support qui est le téléphone. Et cette donnée biométrique qui fait donc l'objet d'un règlement type, c'est un des moyens pour authentifier le fait que ce soit bien vous qui effectuez un paiement en ligne. Donc, la directive DSP2, même si elle n'est pas directement appelée par le RGPD, a forcément des liens de corrélation, encore une fois comme la loi de l'open data, comme beaucoup d'autres sujets de législation. Et donc, tous ces petits sujets-là de droit, même d'avancées technologiques, les réseaux 5G, et même, et pour le coup je peux vous en parler parce que j'ai fait un mémoire dessus, les voitures connectées. Et les voitures connectées, on en parle beaucoup. Ce sont des évolutions qui sont extrêmement importantes, mais dans voiture connectée, il faut se poser la question de, bah oui, mais si demain j'ai un accident, alors déjà, quelles sont les questions de responsabilité, quelles sont les questions d'assurance, mais surtout, comment l'assurance va avoir mes données? Est-ce que ça va être envoyé automatiquement? Est-ce que je mets juste mon pouce et du coup, ça va allumer la voiture? Est-ce que les données, comment je vais pouvoir avoir un parc automobile adapté? Ça veut dire que les réseaux, forcément, vont envoyer des données tout le temps, on sera dans un nuage constant. Donc tous ces sujets-là qui nous environnent, finalement, intègrent des notions qui sont relatives au RGPD. C'est pour ça qu'il faut être toujours informé, il faut toujours être alerte. Et c'est pour ça que j'attends vos questions à la fin de cette conférence. Je vous remercie de m'avoir écouté.